Alors, bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire mensuel du réseau francophone international en conseil scientifique. Je me présente Nathalie de Marcelis-Varin, je suis avec ma collègue France Brunel, co-responsable de la fonction webinaire et communauté de pratique. Et dans ce contexte, nous sommes en charge en fait d'organiser le webinaire mensuel où nous partageons avec différentes expériences à travers le Québec, le Canada et le reste du monde dans la francophonie, des expériences en fait de conseil scientifique. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège, nous sommes ravis en fait de pouvoir accueillir Dr Mona Nemer, qui est conseillère scientifique en chef du Canada et qui va justement nous parler du rôle du conseiller scientifique en chef du Canada. Nous avions accueilli Monsieur Rémi Quirion en tout début d'année en fait, qui lançait nos webinaires. Et donc après, à travers les différentes expériences, nous avons eu des personnes de l'Afrique, du Luxembourg, de la France, qui sont venues en fait partager, et du Québec aussi, les expériences de conseil scientifique. Alors, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Donc, je vais donner quelques éléments. Vous avez reçu la biographie de Dr Mona Nemer. Elle est conseillère scientifique en chef du Canada depuis 2017. Son mandat a été prolongé pour une quatrième fois en 2024. Avant d'occuper ce poste, Mona a été professeure et vice-rectrice à la recherche de l'Université d'Ottawa, ainsi que directrice du laboratoire de génétique moléculaire et de régénération cardiaque de cette université. Alors, au cours de son mandat, puis quand je regardais la bio, il y avait tellement de choses que je voulais mettre en avant parce que des éléments notamment qui nous tiennent à cœur, que ce soit Airfix, au Cyrano, dans nos différents modèles. Mais j'ai retenu trois éléments que je trouvais très importants. D'abord, Dr Mona Nemer a contribué à élargir, à diversifier les conseils scientifiques fournis au gouvernement en établissant un réseau multidisciplinaire de conseillers scientifiques fédéraux. Une autre initiative que j'aime beaucoup, puis j'ai poussé certains des jeunes autour de moi, c'est le Conseil jeunesse pan-canadien chargé de fournir des données factuelles sur les questions scientifiques touchant les jeunes qui parlent des enjeux qui touchent les jeunes. J'aime beaucoup, beaucoup cette initiative. Et le troisième a été, que j'ai mis en avant, évidemment, il y a beaucoup plus de choses, mais c'est le groupe interministériel sur les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques autochtones pour informer et faire progresser les aspirations et l'innovation autochtone en matière de gestion des sciences naturelles. Donc, trois éléments, il y en a sûrement plus d'autres et vous allez en partager, mais que je trouvais vraiment important dans votre mandat parce que c'est des choses qui ont marqué évidemment le Conseil scientifique au Canada et qui montrent évidemment l'importance en fait de notre rôle à travers ces différentes initiatives. Vous avez aussi évidemment encouragé l'utilisation libre, ouverte et responsable de la science au sein du gouvernement en créant un modèle de politique sur l'intégrité scientifique et une feuille de route sur la science ouverte pour guider les efforts visant à rendre la recherche fédérale accessible aux Canadiens. C'est très important aussi dans le contexte de transfert de connaissances. En fait, le réseau travaille beaucoup à ce sujet. Vous avez évidemment fourni des conseils scientifiques dans de nombreux dossiers. A beaucoup parlé des infrastructures de recherche et évidemment la pandémie de Covid-19, comme dans beaucoup de secteurs et dans beaucoup de régions, en fait, vous avez été très active évidemment dans la communication. Je rajouterai évidemment le contexte actuel, en fait, avec les enjeux autour de la science et notamment ce qui se passe en fait aux États-Unis. On a beaucoup apprécié votre sortie avec Monsieur Rémi Quirion, la présentation dans la presse que vous avez faite, justement pour montrer le support, évidemment, l'importance de la science. Donc, merci beaucoup aussi d'adresser ces sujets-là qui sont d'importance, où malheureusement, on a beaucoup de nos collègues qui sont en train, évidemment, de subir les conséquences, en fait, de ces enjeux-là. Alors, je vous remercie beaucoup, en fait, de votre présence, Madame Nemer, et je vous laisse la parole, en fait, et après, on ouvrira la salle. Donc, je vais demander aux personnes de muter leur, et on proposera un échange de questions à la suite de votre présentation. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Merci de m'avoir et merci pour la présentation. De fait, Nathalie, vous avez super bien résumé plusieurs éléments de ma présentation aujourd'hui. Donc, vous avez vraiment très bien mis la table pour ce que je vais explorer avec vous. Alors, j'ai pensé peut-être aujourd'hui partager certains éléments. Donc, tout d'abord, le rôle de conseiller scientifique en chef pour le gouvernement fédéral et le contexte dans lequel ça se présente. Ensuite, donner des exemples de conseils scientifiques qu'on a fournis, que ce soit les thèmes ou la forme aussi, dans lesquels on les a fournis. Parler un peu de la coordination de la science, qui est aussi un des mandats du rôle du conseiller scientifique en chef, ainsi que la promotion de la science au pays et à l'extérieur. Et enfin, partager avec vous quelques observations et réflexions
après maintenant un peu plus de 7 ans dans ce poste-là, qui, comme vous l'avez mentionné, est un poste qui est relativement récent au Canada. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des conseils scientifiques fournis au gouvernement fédéral, mais ils étaient sous une autre forme. Il y avait par exemple un comité de conseillers et bien sûr, dans les divers ministères, les ministres et les sous-ministres reçoivent aussi des conseils scientifiques, mais c'est vraiment la première fois qu'on a ce genre de mouture qui ressemble beaucoup plus, je dois le dire d'entrée de jeu, à des pays anglo-saxons. Donc, c'est beaucoup plus ce format-là. Alors, en ce qui a trait au rôle et le contexte, j'ai pensé peut-être commencer par montrer pour nos amis qui viennent de l'extérieur du Canada, un peu la carte du Canada pour rappeler non seulement que c'est un immense pays, mais que le pays est composé de 10 provinces et de 3 territoires qui, dans certains cas, ont chacun une structure d'avis scientifiques. Vous avez mentionné le conseil scientifique au Québec, Rémi Quirion. Donc, ce n'est pas dans toutes les provinces qu'on a ce rôle-là. Je l'aurais bien souhaité. Par contre, dans les 3 territoires, il y a des conseils scientifiques, mais qui sont souvent à l'intérieur des ministères, donc chargés également des politiques d'éducation supérieure et de recherche. Alors, le conseil scientifique pour le gouvernement fédéral, donc, a vraiment une vue d'ensemble du pays et notamment sur les aspects où il y a une juridiction fédérale. Donc, peut-être maintenant parler de comment les pouvoirs sont organisés au niveau du gouvernement fédéral. Donc, encore une fois, on a un système qui ressemble donc au Royaume-Uni, où le monarque est vraiment le chef d'État. Au Canada, on a quelqu'un qui le représente, donc c'est la gouverneure générale. Et les pouvoirs sont donc divisés clairement en le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, donc le premier ministre et les ministres, et ensuite le pouvoir judiciaire. Et dans mon cas, je conseille le pouvoir exécutif donc du gouvernement du Canada, à savoir le premier ministre et son cabinet. Alors, en date donc du 14 mars et de fait jusqu'à ce qu'on ait un prochain cabinet, voici la photo donc du premier ministre avec la gouverneure générale assise à sa gauche et l'ensemble des ministres. Donc moi, je conseille les ministres qui veulent bien avoir mes conseils. Donc, comment ça se présente après ça? Chaque ministre, évidemment, est responsable de son ministère. Le Premier ministre envoie les grandes orientations et ultimement prend les décisions politiques. Et les ministres, donc, leur rôle, c'est de proposer des lois au Parlement et d'appliquer les lois du pays, puis en quelque sorte gérer les affaires courantes du Canada. Alors, ils font ça, évidemment, ils sont appuyés dans les ministères. Je sais qu'on ne voit pas très bien l'écriture, mais ce n'est pas grave. Là, je voulais juste montrer l'organigramme d'un ministère type parce que je crois que c'est aussi important. Donc, je prends ici l'exemple du ministère de l'Environnement, mais ils sont à peu près tous pareils. Alors, en dessous du ministre, il y a ce qu'on appelle le sous-ministre. Et le sous-ministre, c'est vraiment la personne, le chef de la direction du ministère. Alors, ce chef de direction, ce n'est pas un poste politique, mais ça fait partie de la fonction publique. Puis, j'aimerais vraiment souligner ceci parce que c'est différent, par exemple, d'autres pays et même d'autres juridictions.
notamment par exemple le Québec. Ma compréhension, c'est que les sous-ministres changent souvent avec les ministres, alors que dans le cas du gouvernement canadien, les sous-ministres restent en place. Ils peuvent après être déplacés entre les ministères, mais ils font vraiment partie de la fonction publique, c'est-à-dire d'une fonction publique qui est apolitique. Donc, dans la prochaine diapo, je vais peut-être rappeler le mandat du conseiller scientifique en chef du Canada. Et ce mandat, essentiellement, consiste, comme vous l'avez déjà mentionné, Nathalie, à s'assurer de l'excellence de la science, mais aussi que la science fédérale, donc appuyée par le gouvernement fédéral, est accessible à l'ensemble de la population canadienne, donc un aspect de transparence, un aspect d'améliorer la prise de décision, c'est-à-dire en s'assurant qu'elle s'appuie sur des faits probants, sur des données scientifiques notamment. Il y a un aspect de coordination également de la science. Et enfin, un aspect important qui est de favoriser la collaboration à l'intérieur du Canada et aussi à l'international, et j'y reviendrai un peu plus tard. Alors, je voudrais aussi dire ce que le rôle du conseiller scientifique en chef n'inclut pas. Alors, je commence peut-être par le dernier point sur cette diapo, qui est le fait que le conseiller scientifique ne préside pas une agence de subvention pour la recherche, donc contrairement au modèle au Québec. Par ailleurs, j'avais mis ça au clair avec mes collègues scientifiques, c'est que le conseiller scientifique n'a pas un rôle de lobbyiste pour le milieu de la recherche. Et je crois que ça, c'est important parce qu'il faut que le conseiller scientifique reste vraiment euh, 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 quelqu'un de neutre, qui est capable de fournir des avis qui sont objectifs, qui ne sont pas donc colorés par des appartenances à telle ou telle communauté, et donc vraiment pour garder la crédibilité du gouvernement ainsi que celle du public. Par ailleurs, le conseil scientifique ne se rapporte pas au Parlement, euh, et c'est-à-dire qu'il n'y a pas une fonction d'ombudsman ou de veille à ce que les lois en matière, par exemple, de recherche ou de science, soient bien mises de l'avant par le gouvernement en place. Alors, il n'y a pas ce rôle-là. C'est vraiment un rôle de donner des avis au niveau de l'exécutif. Alors, le poste lui-même, c'est un poste de sous-ministre qui est nommé par décret suite à un concours national. Donc, ce n'est pas une nomination politique, c'est vraiment un concours basé sur les compétences, etc. Évidemment, c'est nommé par décret du cabinet. C'est une nomination donc du Premier ministre qui relève à la fois du Premier ministre et du ministre de l'Industrie, ou des fois qu'on appelle l'innovation, sciences et développement économique du Canada. Je mentionne le poste de sous-ministre parce que, comme je vous ai montré tantôt, c'est vraiment le poste le plus élevé dans la fonction publique. Donc, c'est vraiment un poste de haut niveau et je crois que ça, c'est aussi important à souligner. Le fonctionnement du conseiller scientifique est un fonctionnement qui est, on dit, indépendant ou autonome, si vous voulez. Il y a une adresse courriel qui lui est propre. Il y a un budget et il y a une capacité d'action propre, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'avoir la permission ou l'autorisation du gouvernement ou du ministre ou du sous-ministre pour engager des discussions avec certains pays, pour parler avec les médias,
et cetera. Puis je crois que ça, c'est quelque chose qui est aussi très important. Je crois que ça a été clair durant la pandémie, vous l'avez mentionné, Nathalie, et je crois que c'est un aspect qui vraiment augmente la confiance du public dans le poste parce que finalement, c'est perçu comme vraiment étant un poste qui n'est pas politique. Alors, comment fonctionne le bureau lui-même? Je vous ai dit, le bureau est autonome. Alors, voici une photo où il y a une bonne partie de l'équipe. On est environ 25 membres de l'équipe. Je tiens à souligner que tout le monde est bilingue, donc français-anglais, puis dans plusieurs cas, il y a même d'autres langues qui sont parlées. 20 membres sont des postes permanents et ce qui est intéressant, c'est que l'expertise est presque divisée également entre des expertises scientifiques ou des expertises d'administration publique. On a également des postes de chercheurs en résidence. On a déjà eu un poste d'innovateur même en résidence. Donc ça, c'est des chercheurs, des experts qui viennent du monde extérieur, qui sont avec nous pendant une période de 2 à 4 ans, qui sont chargés de certains dossiers. Et donc, ça assure un certain renouveau, si vous voulez, et une connexion continue avec le monde extérieur de la recherche, c'est-à-dire extérieur au gouvernement. On a un réseau de 9 conseillers scientifiques ministériels. Ils viennent souvent aussi de l'extérieur du gouvernement, mais certains sont des postes aussi permanents. Pour le moment, ils sont surtout dans des ministères à vocation scientifique, c'est-à-dire Santé Canada, Environnement Canada, Ressources naturelles Canada, Pêche et Océans, etc. Et on a un conseil jeunesse qui est vraiment extraordinaire, qui nous donne la perspective des jeunes, mais aussi qui assume certains projets. Donc, on est à la troisième maintenant vague, si vous voulez. Les premiers ont fait un rapport sur leur vision de la science, je crois qu'il a été très bien reçu. Le second, ils ont fait un rapport sur l'utilisation éthique de l'intelligence artificielle qui va paraître bientôt. Et voilà, on va commencer bientôt donc la troisième cohorte. Alors voilà un peu pour le fonctionnement du bureau. Nos interactions donc se font euh, peut-être comme je l'ai déjà mentionné au niveau de l'exécutif, c'est-à-dire au niveau du cabinet du Premier ministre, au niveau de la fonction publique qui l'appuie, c'est-à-dire le bureau du conseil privé, ainsi qu'avec les cabinets des ministres et leurs sous-ministres. Et je dois dire que c'est pas juste le conseil scientifique en chef qui parle avec divers membres, mais également il y a des relations qui sont très importantes au niveau à ce qu'on appelle un working level, donc pour préparer justement les dossiers, etc. Euh, Peut-être à la prochaine diapositive, aussi mentionner que le conseil scientifique est aussi appelé à témoigner au comité parlementaire. Donc, je ne me rapporte pas au Parlement, mais je suis donc invitée comme témoin à partager des perspectives ou à répondre à des questions des parlementaires euh, lors d'études de certains dossiers, en particulier qui se rapportent à la science, évidemment. Donc, vous voyez, j'ai donné quelques exemples. Par exemple, quand le comité sur la science et la recherche a examiné la question de la science citoyenne, également quand ils ont examiné l'aspect de la science en français, le cadre de financement de l'écosystème de recherche, évidemment, mais d'autres comités également, comité de l'industrie, où on avait parlé de la capacité de production de vaccins. Puis ça, je pense, a ouvert la voie à toute la stratégie canadienne
de biomanufacture, également le comité de santé, le comité sur pêche et océan, etc. Donc, donc voilà un peu les diverses interactions. Et là, ce que j'aimerais, c'est peut-être vous montrer comment vraiment on donne nos conseils scientifiques, donner quelques exemples peut-être, en s'appuyant sur quelques exemples concrets. Alors, pour commencer, la question, quand est-ce que les avis scientifiques sont formulés? Donc, je voudrais tout de suite mentionner qu'ils sont formulés à la fois suite à la demande d'un membre du cabinet, d'un ministre, du Premier ministre, d'un sous-ministre ou du greffier, mais également, on est proactif, c'est-à-dire on peut décider nous-mêmes de fournir des conseils. Et ce qui dicte vraiment qu'est-ce qui va nous amener à fournir des conseils, c'est souvent par anticipation de besoins futurs. Alors, je donne par exemple ici l'exemple de la grippe aviaire, où on a fourni un avis assez tôt pour justement être sûr que les lacunes en matière scientifique qui sont importantes pour la prise de décision soient adressées. On a fourni des avis sur la fusion nucléaire, par exemple, dans le contexte des énergies renouvelables et du besoin de l'IA, des centres de données en énergie, évidemment, très important. On peut le faire aussi pour améliorer la recherche et l'innovation au pays. Par exemple, on a fourni un avis sur comment gérer les infrastructures majeures de recherche, comment gérer la propriété intellectuelle. Et on peut également le faire quand on voit une opportunité, par exemple dans le cas de l'Association du Canada au programme de Horizon Europe, qui s'est conclu donc en juillet dernier par l'affiliation officielle du Canada, qui était quand même quelque chose de très important, mais aussi, par exemple, du besoin d'avoir une stratégie dans les technologies quantiques et bien d'autres. Alors, voilà un peu qu'est-ce qui nous amène à fournir des avis scientifiques. Maintenant, comment est-ce que nos avis sont formulés? Alors là aussi, il y a plusieurs façons. Il y a des avis qui sont rendus publics sous forme de rapports ou de tout simplement des comptes rendus de tables rondes et vous pouvez tous les retrouver sur notre site. Alors, je donne l'exemple, par exemple, de l'utilisation de la science pour la gestion de l'aquaculture, qui était un des premiers donc, que j'ai fait en réponse à la demande du ministre de Pêche et Océan. Et là, évidemment, parce que les gens me posent toujours la question, mais une personne ne peut pas être experte en tout. Et évidemment, bien évidemment. Donc, dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je réunis autour de moi un comité d'experts en s'assurant d'avoir vraiment une diversité, non seulement de domaines, une diversité de genres, une diversité de représentations à travers le Canada, mais aussi l'international, mais également une diversité, une pluralité de vues et de positions. Parce que souvent, il s'agit de domaines qui sont plutôt controversés. Alors, dans le cas de l'aquaculture, il y en a ceux qui veulent complètement l'arrêter, d'autres qui vont au contraire, qui veulent qu'on en fasse beaucoup plus. Donc, c'est très important d'écouter tout le monde et mon rôle dans ces cas-là, c'est, je dirais peut-être de façon très candide, faire l'avocat du diable, mais également utiliser des questions qui dérivent de la méthode scientifique, donc pour s'assurer qu'on s'appuie sur des études qui sont solides, qui sont rigoureuses, qui sont représentatives, et qui aussi sont contextualisées. J'ai fait la même chose évidemment durant toute la COVID, on y reviendra, mais plus récemment donc, on a fait une étude sur la COVID longue et là aussi j'avais les scientifiques, j'avais des cliniciens, et les cliniciens et les travailleurs de la santé de plusieurs disciplines qui sont impliqués. J'avais
des gens qui provenaient de l'assurance. Je crois, Nathalie, que vous avez même participé à une de ces tables rondes pour voir tout l'aspect, évidemment, économique, également. Donc ça, c'est vraiment, les rapports qui prennent peut-être plus de temps, qui sont, vraiment, qui rassemblent des experts et qui sont publiés pour le bénéfice de tout le monde, incluant, les ordres professionnels, d'autres niveaux de gouvernement, et cetera. On a également des avis qui sont fournis de façon écrite, mais qui ne sont pas publics. Et je crois qu'il faut apprécier que ça aussi, c'est important. C'est pas tous les avis que les politiciens veulent forcément voir publiés, heu, parce que, i i finalement, il y a aussi la possibilité que que les avis qui sont fournis soient aussi politisés, n'est-ce pas? Et donc, c'est quelque chose qui serait vraiment, un peu contraire à ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire d'avoir plus de science et plus d'évidence qui soient pris en considération. Et donc, et aussi, il faut réaliser que souvent ces avis-là sont ceux qui sont proactifs, heu et donc, qui sont pas forcément sur, le radar public, ou, l'attention, de tout le monde encore, et qui vont donner éventuellement, lieu, à des rapports qui sont, plus étoffés et qui seront rendus publics. Mais je crois que c'est très important qu'il y ait quand même ce rapport, je dirais, de confiance entre le conseiller, scientifique et les politiciens, également. Et enfin, il y a des avis qui sont donnés de façon, orale parce que, c'est des questions qui sont soit rapides, soit qui sont très, limitées dans le temps, ou qu'on a besoin d'avoir un avis, rapide. Puis je vous donnerai l'exemple durant la pandémie, mais il y en a aussi bien d'autres. Souvent, ils font suite à des avis qui ont été donnés, à des rapports, mais là, c'est en termes, par exemple, il y a des questions de clarification ou aussi d'exécution. Donc il y a vraiment ce rapport constant, mais qui prend ces différentes formes. Alors, je voudrais quand même, parler, du rôle pendant la pandémie. Vous l'avez déjà, évoqué, Nathalie. Hem, J'aimerais en parler parce que le rôle de scientifique en chef devient particulièrement important lors de crises, nationales, parce que là, c'est vraiment, des choses qui dépassent un seul ministère. Parce que là, il faut être humble dans tout ça et se dire que le gouvernement recevait des avis scientifiques, a continué de recevoir des avis scientifiques avant et après, la présence du poste de conseiller scientifique en chef. Donc c'est pas les seuls avis qui sont reçus. De fait, je vous dirais même qu'il y en a trop qui sont reçus, et qu'un du rôle que je joue souvent, c'est de départager un peu les avis ou de coordonner les avis. Mais pendant la pandémie, c'est vraiment un travail à la fois d'intégration, des divers éléments. Donc, par exemple, des questions de santé avec les questions plus sociétales, puis, je veux dire, toutes sortes d'autres dimensions, qui sont à l'extérieur du mandat, par exemple, du ministère de la Santé, qui évidemment fournit, des avis en termes de strictement de santé. Et c'est vraiment important pour le cabinet, pour l'ensemble des ministres dans des cas d'urgence, qu'ils soient tous bien au courant des avis, scientifiques qui touchent l'ensemble des considérations importantes pour répondre à la crise. Donc, dans le cas de la COVID, ce que j'ai fait très tôt, j'ai mis sur pied un comité multidisciplinaire, et je suis vraiment très fière de souligner qu'il y avait non seulement des gens qui venaient du côté, des sciences de la santé,
mais également des sciences sociales, des sciences du risque. Hem et ça s'est avéré vraiment très judicieux. Par la suite, nous avons également fait des sous-comités sur des aspects, bien particuliers, par exemple, l'aspect de la COVID chez les enfants, l'aspect de la COVID, le problème dans, les logements de longue durée. Ce que j'ai oublié, j'ai oublié toute la pandémie, donc j'ai oublié la nomenclature. Et je crois que ces rapports qui ont été publiés ont été également utiles, à divers niveaux de gouvernement. Alors, le conseiller scientifique en chef, donc en l'occurrence moi-même, j'ai participé à des comités ministériels d'experts et c'était important pour garder vraiment j'étais le lien, entre les différents, comités qui ont été mis sur pied durant la pandémie. Celle sur les vaccins, donc celle sur l'immunité et celle sur les thérapeutiques, pour en nommer juste quelques-uns. Et par ailleurs, il y a eu la participation également à des réunions ministérielles, donc à la fois des réunions qui étaient bilatérales, mais également des réunions du cabinet, du comité du cabinet chargé de la COVID, ainsi que les réunions de briefage du Premier ministre sur des éléments spécifiques, par exemple sur les vaccins, sur les certificats de vaccination, sur toutes sortes de questions, donc se rapportant à la COVID. Alors là-dessus, je voudrais remercier l'ensemble des experts, des scientifiques de l'extérieur et de l'intérieur du gouvernement qui ont vraiment participé à ces efforts-là. C'était extrêmement important et je crois que c'était à la fois formateur et important, à la fois pour les experts qui viennent de l'extérieur du gouvernement, pour voir comment vraiment fonctionne le gouvernement et également pour le gouvernement où la confiance je crois, vis-à-vis d'avoir des experts qui les aident a été renforcée. Parce que jusque-là, je dirais de façon très candide que la communauté scientifique était perçue plus comme un groupe d'intérêt qui demandait toujours plus de fonds, plus de moyens, etc. Mais là, il y avait vraiment un travail d'équipe qui s'est fait et je crois que ça, c'est aussi très important. Donc, à la prochaine diapo, je crois que je vais vous donner quelques exemples de publications, marquantes. Donc, j'ai déjà mentionné, la COVID, et les enfants, où je suis heureuse de dire que nous avons recommandé de garder les écoles ouvertes et on voit, en ce moment plusieurs études qui sortent qui démontrent l'importance, d'avoir gardé les écoles, ouvertes ou l'impact négatif de la fermeture des écoles dans certains cas sur l'apprentissage des enfants. Donc, ça s'est fait très tôt dans la pandémie en 2020. Les soins de longue durée que j'ai mentionnés, le rôle des bioaérosols, et là je suis vraiment très fière de dire que là on avait des ingénieurs, des chimistes, des experts de l'environnement et qu'on a été vraiment les premiers à pousser pour une reconnaissance bien avant l'OMS du rôle des bioaérosols. Évidemment, ça avait un impact important sur les politiques publiques et les avis de santé publique qui ont été donnés. D'autres exemples par la suite, j'ai mentionné les certificats de vaccination. Donc, on avait regardé plusieurs aspects, des aspects éthiques, des aspects aussi d'accès, d'égalité pour tout le monde, l'impact sur les personnes vulnérables, les communautés vulnérables, etc. Il y a eu évidemment la controverse des effets secondaires des vaccins assez tôt sur le cœur.
c'était un sujet qui, me tenait à cœur, évidemment moi-même, étant donné que c'est mon expertise, mais aussi qui avait un impact important, sur la vaccination. Donc on avait regardé ça assez tôt. On a recommandé d'ailleurs, un programme de recherche, pour surveiller le tout, pour faire des recherches aussi, fondamentales, pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, ce que le gouvernement a suivi et le syndrome donc de la COVID longue qui a été suivi par, des actions concrètes du gouvernement. Donc qui est un 1er rapport, qu'on a dévoilé, je crois, en décembre 2022, le rapport final en mars 2023 et une mise à jour qu'on a faite l'an dernier. Alors, en ce moment, vous pouvez peut-être vous poser la question sur quoi on travaille. Ben, je vous donne quelques exemples de dossiers qui sont en cours. Je les mettrai en 2 catégories. La catégorie de conseils qui sont pour promouvoir l'excellence scientifique. Alors, on fait par exemple une analyse de la communauté scientifique fédérale. Hem, on essaye de comprendre leurs expertises pour comprendre c'est quelle expertise, dont on a besoin en plus. On essaie de comprendre évidemment, le rôle des femmes, le rôle de leadership, la promotion, des diverses communautés au sein même de cette, communauté, scientifique. On examine également donc on fait une mise à jour, si vous voulez, de la politique sur l'intégrité scientifique pour inclure là-dedans à la fois les aspects donc des connaissances autochtones, la réalité que nous présente l'intelligence, artificielle, parmi bien d'autres. Ensuite, il y a des projets thématiques. Et il y en a là-dedans donc qui sont suite à des demandes de ministres ou qu'on a pris, nous-mêmes l'initiative de faire. Alors, je vous mentionne par exemple les plusieurs rapports qu'on fait, en termes de biodiversité sur les différents éléments, dont un qui est sur, la comment on finalement on se prend pour respecter les valeurs autochtones, dans les indicateurs, qu'on a pour la biodiversité. Un autre exemple, c'est comment on peut vraiment monétiser la valeur de la biodiversité. Donc, il y a un aspect qui est très important parce que on ne peut pas juste exprimer ça par le GDP standard, donc qu'on utilise en ce moment. Alors ça, c'est suite à une demande donc du ministre, de l'Environnement pour aider donc pour appuyer les engagements du Canada en matière de biodiversité suite à l'accord, Kunming-Montréal. On est en train de faire à notre initiative des tables rondes pour faire des recommandations pour assurer la pratique sécuritaire de la recherche dans l'Arctique et c'est une des tables rondes d'ailleurs qui a été mentionnée dans la stratégie canadienne, la stratégie internationale, pour l'Arctique. Donc évidemment, on veut s'assurer que le tout se fait de façon, sécuritaire. Les changements climatiques, qui amènent vraiment à de nouveaux risques, donc quand on travaille dans l'Arctique. Et enfin, le projet, que j'appelle Sky Canada, donc de comment la population peut vraiment rapporter quand ils voient des choses inhabituelles, dans le ciel, donc les objets non identifiés. On a déjà, lancé un pré-rapport, en décembre dernier, je crois, puis le rapport donc, on le complète dans les prochaines semaines. Donc, voilà l'exemple de dossier en cours. Alors, je vais maintenant vous montrer l'aspect de la coordination de la science, le mandat, donc, qu'est-ce que ça implique? Donc, rapidement. Alors, il y a une coordination horizontale, donc, qui se fait. Alors, des initiatives, vous avez mentionné déjà, Nathalie, de la science ouverte.
Donc, en 2020, nous avons proposé une feuille de route pour la science ouverte et en 2024, le gouvernement fédéral a mis sur pied un dépôt de publications scientifiques qui proviennent donc du travail des ministères fédéraux. Et je vous invite à aller donc consulter ceci. Ça a été fait en étroite collaboration avec le Conseil national de recherche du Canada et Services partagés du Canada. Par ailleurs, on avait aussi travaillé sur une politique d'intégrité scientifique assez tôt et dont je suis vraiment très fière parce que c'est en quelque sorte une politique de la recherche responsable. Et ça définit à la fois les attentes et les obligations de l'employeur, donc le gouvernement fédéral dans ce cas, et aussi des scientifiques eux-mêmes, leur droit de s'exprimer sur la science qu'ils font, de s'adresser au public, etc. Je mentionnais déjà la feuille de route pour le virus H5N1 qu'on a donc publié un peu plus tôt cette année et qui vise vraiment à prioriser la recherche et les lacunes qui sont importantes pour la prise de décision. Donc, encore une fois, je crois que c'est très important parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, n'est-ce pas, en recherche sur plusieurs sujets qui sont tous très importants, mais souvent, on oublie ceux qui sont importants pour la prise de décision. Et si on veut vraiment que la science informe les décisions, ben, il faut que les données requises soient aussi disponibles. Nous avons également des forums de coordination horizontale. Donc, il y a le comité de coordination de la recherche du Canada auquel je participe, qui inclut les présidents des agences subventionnaires de la Fondation canadienne pour l'innovation, le Conseil national de recherche, et donc qui vise à se pencher sur des thématiques communes. Donc, c'est là où on a, par exemple, mis sur pied une approche systématisée pour la recherche autochtone et les bases finalement des interactions avec les communautés autochtones pour ceux et celles qui travaillent dans ces champs d'activité. La communauté des sous-ministres des sciences et de technologies du gouvernement, donc les départements à vocation scientifique, où les responsables, les chefs de ces ministères et moi-même, on se penche sur encore une fois, des thématiques qui sont communes. Par exemple, les dispositifs pour assurer la sécurité de la recherche, entre autres. C'en était un. S'assurer de la diversité, l'inclusion dans la recherche était un autre également. Et Là, je me enfin, permets de vous informer qu'il est 45 en fait, donc je ne sais pas si vous voulez conclure ou pour laisser un peu du temps aux questions, si ça ne vous dérange pas. oui, très bien. Donc, je vais conclure donc, rapidement. Donc, la promotion de la science, euh, il s'agit ni plus ni moins, si on peut passer à la prochaine diapo, de représenter la science canadienne à l'international, de participer, on peut avancer, de participer à la visibilité de la science au Canada, les discussions avec le public, mais aussi en termes des conseils scientifiques avec les divers euh, organisations qui existent. Alors, je vais finir peut-être par les observations et les réflexions. Je dirais que le conseil scientifique, c'est quand même une perspective, le conseil scientifique a une perspective et un rôle qui sont uniques, une perspective horizontale et le pouvoir finalement de rassembler et de coordonner. Prochaine diapositive, je dirais que c'est un développement récent qui fait quand même ses preuves et qui jouit maintenant du respect à la fois du public et des décideurs. Prochaine diapositive. Je crois qu'on avance, s'il te plaît.
Donc, je crois qu'il s'agit maintenant de consolider ce poste, d'en augmenter l'impact et je crois qu'une première chose serait la législation, donc pour assurer la pérennité et l'indépendance du poste. Améliorer l'intégration dans l'architecture du gouvernement. Alors, c'est bien sympathique et très bien d'être indépendant, mais il faut pas non plus être complètement à côté de l'appareil, gouvernemental. Donc, il faut quand même réfléchir à comment le faire et enfin, voir comment on peut favoriser une collaboration fédérale, provinciale, territoriale en matière d'avis scientifiques, le Canada. Alors voilà, je conclus en peut-être la dernière diapo en vous demandant, en vous invitant à nous suivre pour savoir ce qu'on fait, de communiquer avec nous. Et là, je suis heureuse de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Mona. Désolée, hein, de vous avoir mis un peu plus en avant. Non, C'est non, vous vrai faites que bien. je me dis, ils ont des questions certainement. Et puis, ben, je vais en avoir une première. Je vais commencer, moi, à lancer le bal. Mais si vous voulez, donc, soit vous pouvez écrire votre question, soit vous pouvez lever la main, puis je vais vous donner la parole. Justement, le dernier point que vous avez dit, en fait, c'est la collaboration fédérale, provinciale, territoire. Tu sais, moi, souvent, je dis un plus un, ça doit faire 3. C'est l'idée, c'est d'avoir justement des rôles à différents niveaux. Nous, on le voit même au Québec, on va même aller à différents niveaux, tu sais, provincial, municipal, tu sais, on descend au niveau plus local. Comment vous la voyez, cette collaboration-là? Dans le cas de la pandémie, on l'a vu, dans des contextes de crise, on la voit, mais sur d'autres dossiers, est-ce que vous l'activez facilement? Écoutez, oui, là, je vous dirais que c'est vraiment important parce qu'il y a des dossiers, par exemple, des aspects qui touchent tout le pays, environnementaux, la santé et l'environnement, par exemple, etc. Évidemment, la pandémie, si on a le H5N1, j'espère que non, ça va être pareil. Les incendies, les inondations. Souvent, les journalistes vont demander, mais pourquoi est-ce qu'on a, par exemple, un comité au Québec, un comité en Ontario, un comité au fédéral? Est-ce que la science est différente? Et je pense que ça, c'est vraiment très important parce que de un, on est un grand pays géographiquement, mais un petit pays quand même en termes de la population et des effectifs scientifiques. Donc, on est en train de mettre beaucoup plus de pression sur nos scientifiques quand on les engage à ces différents niveaux, n'est-ce pas? Et aussi, c'est parce que je crois qu'il est important de se rappeler que c'est la différence entre les avis scientifiques et, par exemple, les avis de santé publique ou les décisions gouvernementales. Donc, il y a des avis sur les données probantes, mais après, évidemment, les décisions, les lois ou même les actions qui sont pointues sont contextualisées. Alors, ça ne veut pas dire que partout au Canada, on fait la même chose, mais ça veut dire que les données qu'on utilise sont partout les mêmes et je crois que ça augmente la confiance du public. Le hic, c'est qu'on n'a pas l'équivalent du conseiller scientifique ou de chef scientifique qu'il y a au Québec un peu partout. Et donc, je crois que c'est un chantier des prochaines années Mhm. de voir avec les différents niveaux de gouvernement comment on peut arriver à avoir un groupe qui est reconnu et accepté par les différents niveaux de gouvernement sans tomber trop dans la bureaucratie. Mhm. Alors là, j'ai une première question qui me vient en disant, ben, ça concerne finalement les conditions d'éligibilité pour être conseiller scientifique auprès d'un ministère. Et donc la question, c'est, en dehors d'être scientifique, est-ce qu'il y a d'autres variables ou d'autres compétences, en fait, comme les connaissances d'un secteur ou les connaissances d'un contexte local qui seraient importants? Est-ce qu'il y a des conseils par rapport à ça? Ben, c'est-à-dire pas vraiment, dans le sens que c'est évident que qu'on prenne n'importe quel ministère, évidemment, ils ont un mandat qui est très large. Si je prends la partie transport, le ministère de Transport, tenez, il se préoccupe autant de plusieurs aspects de transport que également de ce qui se passe dans les fonds marins ces temps-ci, n'est-ce pas, quand on veut préserver la biodiversité, etc. Je crois que ça dépend souvent des lacunes qu'ils ont eux-mêmes à combler ou des priorités qu'ils ont.
Mis à part ceci, je crois que ça doit être quelqu'un qui est crédible dans leur propre domaine, avec leur propre, n'est-ce pas, milieu, scientifique et qui peut passer, le crible de la sécurité, n'est-ce pas? Puisqu'il faut avoir accès à de l'information qui est sécuritaire, donc il faut avoir un certain niveau, de clairance de sécurité. Merci beaucoup. Il y a une autre question, en fait, qui nous vient de quelqu'un, de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on peut faire fonctionner le conseil scientifique en Afrique et être neutre dans la prise de décision? Bien, je crois on peut faire fonctionner le conseil scientifique de façon neutre. La prise des décisions, il faut le réaliser, tient toujours compte d'autres choses, de l'idéologie, n'est-ce pas, politique, de l'orientation du gouvernement en place. Mais je crois qu'il y a moyen que la science et les données probantes fassent partie d'une prise de décision, puis même, je veux dire, que ne serait-ce que pour peut-être, mitiguer des effets qui sont indésirables, d'une certaine approche, plus idéologique. Mais faut apprécier la différence entre donner les avis, scientifiques et après ce que le gouvernement en fait. C'est ça, ils vont vivre avec la décision d'une certaine façon, mais ils seront éclairés et on le sait, le contexte politique peut jouer ou en tout cas le timing aussi parfois ou certains autres éléments. Je vois qu'il y a une main levée. Jean-Pierre, en fait, je pense que c'est toi, je C'est vois. ça. Vous Vas-y, tu m'entendez? peux C'est allumer bon? ta caméra, oui, ou tu peux allumer si tu veux, là, si tu es Ah, prêt ben oui, avec à plaisir. Non, partager. non, non, je suis pas capable. J'ai impossible de démarrer la vidéo. Donc, Ah, salut Nathalie, salut Mona. OK, J'ai vas-y, manqué vas-y. quelques minutes au début, Mona, puis bon, désolé, je suis pris dans mes choses ces temps-ci. Je me demandais jusqu'à quel point la place du conseil scientifique prend place dans les autres provinces. C'est bon, dans notre écosystème québécois, tu sais, ça va bien, on les voit apparaître un peu partout dans les villes, à vitesse variable, à thématique variable, mais qu'en est-il ailleurs au Canada? Ben, écoute, premièrement, merci de prendre le temps, Jean-Pierre. Je sais que tu dois avoir tout un chantier, devant toi et vraiment je suis ravie que quelqu'un comme toi prenne aussi, s'investisse dans le service public. Donc, je te dirais que, on peine un peu dans les autres, provinces. Dans certains cas, on avait des conseillers scientifiques dans certains ministères, pas vraiment au niveau, du cabinet du premier ministre, lui-même. Mais même ça, on ne l'a pas partout, donc c'est un peu problématique. Alors, je vais prendre mon bâton de pèlerinage, puis essayer de convaincre, petit à petit, peut-être avec certains dossiers pour commencer, très spécifiques. Mais je te dirais qu'il y a bien d'autres pays dans la francophonie et au-delà, mais qui font pas partie, disons, de l'axe anglo-saxon, qui ont réalisé l'importance de ce poste pendant la pandémie et qui Mmh. activement regardent pour le mettre sur pied. Alors peut-être que ça aussi, ça va aider. C'est certain que souvent, hein, on l'a vu, en fait, quand il faut activer à qui on s'adresse et tout ça, vous êtes un point focal finalement Ben oui. et c'est vous la coordination donc malheureusement, il ne faut pas attendre les crises, on le dit souvent pour le Ah oui, faire. oui, oui, tout à fait. Il y a une Voilà. partie de courtage là-dedans, là, c'est de connecter les connaissances aux bonnes personnes, au bon endroit, au bon moment. Ouais. Je trouve Et ça dommage, justement, que la pandémie n'ait pas donné l'élan, justement, puis c'était tellement perceptible à ce moment-là, le rôle que tu as pu jouer ou qu'un Rémi a joué, que tu te dis, il me semble que tout le monde aurait dû mordre à ça, en tout cas, dans des pays comme le nôtre. Donc, bon. Ça fait partie Mais, des recommandations que nous avons, élaborées dans notre rapport sur, l'utilisation de la science pour la préparation et la gestion aux urgences. Donc je crois que, c certainement au niveau fédéral, il y a une volonté d'aider là-dessus. Voyons où ça va se mettre dans les priorités avec, les multicrises que nous devons gérer. mm, mm. alors Merci. il y a une autre question, merci beaucoup Jean-Pierre. Mohamed Ali Ahmed, si vous voulez prendre la parole et poser la question et vous présenter s'il vous plaît?
Oui, merci. Donc, je suis chercheur en fait à Montréal, professeur associé à l'Université de Montréal, et je travaille pas mal sur l'Afrique, notamment à travers un réseau qu'on a créé qui s'appelle AFRAFRA, Afrique francophone et fragilité. On regarde de plus en plus comment est-ce que on peut faire par rapport justement à l'utilisation des connaissances qui sont produites par la recherche pour que ça puisse un peu éclairer les décisions. Et donc, on a reçu récemment un financement justement pour pouvoir regarder, appuyer un peu des institutions, notamment l'Assemblée nationale dans les pays du Sahel à travers les cas du Mali et puis le ministère de la Santé. Et justement, on réfléchissait à quel type d'infrastructure, comment est-ce qu'il faut faire ça, parce que ça reste un peu ouvert et c'est pourquoi ça m'a vraiment intéressé de, de, de participer à la dernière conférence déjà sur le Luxembourg et celle-là parce que et on s'est questionné par rapport à l'ancrage aussi d'une telle infrastructure. Nous, on pense que compte tenu des ressources un peu limitées, il y a plus besoin au niveau législatif qu'au niveau, par exemple, exécutif. Je ne sais pas un peu qu'est-ce que vous en pensez, parce que là, vous avez fait le choix de l'ancrage au niveau exécutif, mais je pense que les députés, par exemple, les législatifs sont beaucoup plus démunis pour pouvoir, pour pouvoir utiliser, pour pouvoir, en plus besoin d'assistance par rapport à les santé qui votent les lois, santé qui votent un peu tout ce qu'il y a. Donc, je ne sais pas trop qu'est-ce que vous en pensez. Écoutez, ce que j'en pense, c'est qu'on a besoin vraiment aux deux niveaux, parce que vous avez raison, il faut équiper aussi le législateur pour qu'il comprenne la base, n'est-ce pas, scientifique, les évidences de projets de loi. Au Canada, ça se fait par l'intermédiaire d'un service à la bibliothèque du Parlement. Donc, il y a des recherchistes qui peuvent appuyer les parlementaires là-dessus. Euh, et par ailleurs, quand les rapports sont rendus publics ou quand les comités parlementaires discutent, n'est-ce pas, d'un sujet particulier et qui font appel donc à moi, puis que je réponde à leurs questions, je les aide aussi dans une grande mesure. Alors, je dirais que tout dépend, n'est-ce pas, du contexte. Ceci étant dit, c'est important quand même les lois qui sont mises devant, n'est-ce pas, le législateur, et ça vient souvent donc du cabinet, des ministres même, du premier ministre ou de la présidence. Et, euh, et donc, il faut aussi intervenir à ce niveau-là et s'assurer que les lois qui sont mises de l'avant euh, sont, euh, tiennent aussi compte des évidences scientifiques. Donc, encore une fois, ça dépend vraiment du contexte et il y a plus qu'un modèle, mais les deux sont importants. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Nemer, pour votre réponse. Là, il y avait juste une dernière question, mais je ne la prendrai pas parce qu'on va terminer, mais juste dire que c'est une étudiante au doctorat qui nous dit: j'aimerais savoir les profils, les parcours recherchés pour devenir conseiller scientifique et rejoindre le bureau de la conseillère scientifique du Canada. Je pense qu'il y a beaucoup de programmes, hein, de possibilités maintenant. On a des scientifiques en résidence, des post-docs qui peuvent le faire. Donc, Camille, je vous invite en fait à regarder, soit au Québec ou au Canada, en fait, ces opportunités et d'écrire directement au bureau en fait des scientifiques en chef. Je pense que ça peut être vraiment important. En tout cas, si ça vous intéresse, on encourage, hein, nos doctorants à poursuivre en fait dans le conseil. Absolument, absolument. Ben, merci beaucoup, Mona, en fait, pour la présentation, pour les échanges. Je pense que c'était important pour nous, en fait, à travers notre réseau international de la francophonie du Conseil scientifique, de montrer ces exemples. En fait, c'est un nouveau, hein, on l'a vu, que ce soit le poste de Rémi Quirion, que ce soit votre poste, c'est des choses qui ont été créées à un moment donné et qui, à travers les années, font leurs preuves. C'est des modèles qui évoluent aussi. Donc, merci beaucoup du partage. Je pense que moi, je vous remercie vraiment du temps que vous avez passé là. On est tous très importants. Puis on voit qu'il y avait des gens un peu de partout, en fait, dans la francophonie. Donc,
Merci beaucoup. Comme je le disais tout à l'heure, la présentation est enregistrée, donc vous allez pouvoir la re-regarder. C'est pour ceux qui ne pouvaient pas être avec nous ou qui ont dû quitter avant. Et puis, donc, ça clôt pour nous, en fait, les séminaires, les webinaires, en fait, du réseau. On va reprendre ça à la rentrée, en tout cas. Et donc, merci à tous, un bel été. Et il y a beaucoup d'activités. Là, il y a l'ACFAS. On va aller rejoindre nos collègues qui ont organisé un colloque sûrement sur le conseil scientifique, du conseil scientifique aux politiques, justement. Là, c'est la recherche qui est faite sur le conseil scientifique. En tout cas, donc merci beaucoup à tous et merci beaucoup, Madame Nemer. Merci, merci, au revoir. Au revoir.